Je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans. Je suis orthophoniste, chanteuse et je plais à dire que je suis énergéticienne. J'ai pas trouvé de mots qui définissent exactement tout ce côté un peu spirituel. J'ai pas trouvé le mot encore adéquat. Mais je cherche, donc pour le moment, c'est énergéticienne. Je travaille les énergies. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes sur leur parcours et leur motivation. Aujourd'hui, Charlotte, orthophoniste, énergéticienne et chanteuse, nous raconte comment elle s'est engagée dans une voie spirituelle tout en exerçant sa profession et sa passion pour le chant. Je reçois des appels ou des messages de personnes qui ont besoin d'un rééquilibrage énergétique, c'est-à-dire qui sont face à des situations bloquantes dans leur vie. Et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour passer le cap, ou qui ont d'un autre côté des douleurs physiques chroniques qu'ils n'arrivent pas à dépasser, ou qui ont des douleurs actuelles, des opérations chirurgicales avec des douleurs engendrées qui sont trop difficiles à surmonter, ou tout ce qui est brûlure, coupage de feu, tout ça. Je reçois ces gens-là et du coup j'utilise beaucoup d'outils différents pour les aider à dépasser leurs douleurs, leurs blocages et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Et alors, comment tu arrives à gérer ton travail d'orthophoniste, d'énergéticienne et de chanteuse, en fait? Est-ce que tout ça a un lien pour toi ou comment, enfin, tu sépares les trois? Alors, en fait, je chante, disons qu'en fait, tout a commencé plutôt par le chant, je pense, parce que je chante clairement depuis que je sais parler, à peu près. Déjà, à 2 ans et demi, 3 ans, j'étais sur les tables repas de famille pour chanter des chansons et des petites comptines. J'aimais bien. Je pense qu'on m'appelait un peu la star chez moi. Et j'aimais bien animer ça et voir en fait ce que ça procurait aux autres. Et dès lors, je pense que ça a procuré un espèce d'échange avec les autres qui était hyper important pour moi, dans lequel je trouvais une reconnaissance qui était hors norme. Pas que je l'avais pas chez moi, mais qui était vraiment différente, et animer ces sourires-là autour de moi, c'était quelque chose de vraiment vibrant et que j'ai conservé du coup dans le chant beaucoup, très longtemps, jusqu'au bac à peu près, jusqu'à mes 18 ans. Et puis en fait, cet échange-là, il m'a permis de rester un peu toujours ouverte à l'énergie, à la nature qu'il y avait autour de moi, à l'essentiel en fait. Être dans des relations humaines qui restent vraies et honnêtes et franches. Et pour ça, je l'ai relié beaucoup à la nature parce que j'ai grandi dans la nature. On habitait à l'orée d'une forêt quand j'étais petite, donc du coup, j'ai passé pas mal de temps à faire des galettes de boue, à faire des petites potions magiques avec des feuilles et tout ça. Donc j'étais vraiment un petit être de la nature jusqu'à très très longtemps, parce que en plus je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants, donc j'ai joué très longtemps avec mes petits frères et sœurs à tout ça. Et puis est venu en parallèle de ça tout ce qui a trait à l'art, et donc au théâtre, à l'expression de soi, à la musique. Donc en fait tout était assez lié, et au langage du coup avec le théâtre, qui m'a en fait menée sur la voie de l'orthophonie. Donc en fait je suis vraiment partie de la musique qui a été un fil conducteur toute ma vie, puis qui m'a permis d'être dans les arts avec une expression, un langage particulier, et d'être du coup dans une passion un peu du langage et de la transmission, et d'utiliser en fait le langage comme thérapie, et puis comme centre d'une guérison, quoi. D'accord. Qui m'amenait à l'orthophonie. Je pense que c'est un peu ça le fil conducteur. C'est intéressant, et c'est vrai que on retrouve comme pivot l'expression, et puis tout ça est très cohérent, quoi. Et comment toi est-ce que tu penses que c'est justement le chant qui t'a amené à ressentir en fait les énergies, justement comme tu dis, en procurant des émotions aux gens, toi tu les ressentais, tu avais un retour. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à être sensible, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier? Alors, je pense qu'effectivement, j'ai toujours été assez sensible à ça, dans le sens où, étant l'aînée, j'avais un rôle qui était un peu différent de mes frères et sœurs. J'étais très en interaction avec beaucoup d'amis de mes parents et tout ça, parce que aussi, j'étais la première fille de la bande d'amis de mes parents. Enfin, voilà, j'étais vraiment le premier enfant de la famille, des amis et tout ça. Du coup, il y avait quand même un lien particulier avec les autres. En fait, tout le monde était tout le temps content de me voir, et je savais pas trop pourquoi. Et donc, ça éveillait chez moi quand même une espèce de responsabilité là-dedans. Pour ce qui est de ressentir du coup l'énergie, par ce biais-là, je la ressentais pas mal d'un point de vue de ce que je faisais passer aux autres. Pour ce qui est de la recevoir, ça a mis beaucoup de temps à venir. Et en fait, le travail de l'énergie pure et dure est venu aux alentours de mes 15 ans, où j'ai découvert que mon arrière-grand-mère coupait le feu. Couper le feu, c'est-à-dire enlever les brûlures, enlever toute inflammation en fait du corps d'une autre personne. Et en fait, elle m'a transmis ce don pour mes 15 ans.
Et à partir de là, j'ai commencé à avoir, pas grand-chose, hein. À partir de 15 ans, j'avais peut-être 2-3 appels par an, toujours autour d'un même week-end ou d'une même semaine. C'était assez perturbant d'ailleurs, de quelques personnes qui m'appelaient pour des brûlures, pour les soulager. Et j'ai commencé à manipuler un peu les énergies comme ça, mais c'était très ritualisé. C'était des prières particulières avec tout un matériel, une bougie, du sel, de l'eau, enfin voilà, des choses assez particulières. Et ces personnes, pourquoi elles t'appelaient? C'était connu là où tu habitais que tu coupais le feu, ou alors c'était un peu par hasard, par bouche à oreille? C'était par bouche à oreille. Je pense que mon arrière-grand-mère avait fait passer le message que je coupais le feu et que quand elle avait des contacts et qu'elle pouvait pas le faire, elle les envoyait vers moi. Et donc dans ta famille, c'est normal, quoi, j'ai envie de dire, de voir une personne couper le feu. Enfin, c'est complètement admis, quoi. Alors, pas tellement. Pas tellement, ah, d'accord. Ouais, pas tellement. Du côté de ma mère, on va dire qu'ils ont jamais été trop fermés. Je sépare le côté de ma mère et de mon père parce que mes parents sont séparés depuis que j'ai 9 ans. Du coup, j'ai toujours eu cette dichotomie entre mes deux familles. Mm-hmm. Du côté de ma mère, voilà, ils sont pas fermés. Ma grand-mère est une personne très pratiquante de la religion catholique. Donc, tout ce qui est religion et croyance, il y a quand même un fond. Et il y a une certaine ouverture d'esprit, donc ils ne questionnent pas vraiment là-dessus, mais ça a été accepté comme tel. En fait, c'est marrant parce que quand on commence à en parler, on se rend compte que tout le monde connaît quelqu'un qui est guérisseur ou qui a fait ça, qui est un peu rebouteux et tout ça. Et du coup, ça pose question. Mais du côté de mon père, ils étaient plutôt fermés à tout ça. Puis ça s'est ouvert en fait avec le fait que je m'y mette. T'avais pas de mal à en parler et à leur faire accepter les choses? J'étais pas mal à l'aise. Mais alors, j'étais pas du tout à l'aise avec ça parce que je le maîtrisais pas du tout et que je savais pas vraiment quoi en faire. En fait, c'est un peu comme si mon arrière-grand-mère m'avait posé le don dans les mains et elle se rendait pas compte de l'immensité qu'il allait y avoir derrière parce que moi, j'avais plein de questions. Je suis une personne très curieuse et j'avais envie d'aller chercher beaucoup plus loin. Et en fait, en discutant de tout ça avec ma famille, mes amis, des gens qui étaient pas forcément réceptifs à ça, qui étaient plutôt cartésiens. Je dirais pas qu'ils y étaient fermés. Voilà, c'était plutôt des gens cartésiens. Et je me suis retrouvée à me questionner moi-même beaucoup là-dessus parce que fallait répondre aux questions des gens, quoi. Comment ça marche? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu peux le faire à distance, pas à distance? Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Est-ce que tu peux faire autre chose que couper le feu? Est-ce que tu peux enlever des douleurs? Il y a beaucoup de choses en fait qui sont venues du questionnement des autres qui m'ont fait me questionner moi. D'accord. Et comment tu as réussi à trouver des réponses à tout ça? Est-ce que tu as trouvé des personnes aussi à qui t'adresser, avec qui en parler, des guérisseurs, des énergéticiens, ou est-ce que tu as réussi à trouver les réponses au fond de toi? Il y a pas mal de réponses que j'ai cherchées au fond de moi. Des questions qui sont venues en fait dans une démarche de questionnement personnel et d'introspection parce que j'étais confrontée à des choses qui m'ont fait me remettre en question. L'univers est bien fait. Et en fait, quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions, c'est parce que j'ai été confrontée, quand j'ai passé mes concours d'orthophonie, j'ai été recalée à un entretien psy avec une psychologue. Ça m'a un peu remis dans mes 4 mètres. Et j'ai consulté moi-même une psy parce que cette psychologue à l'entretien avait relevé certaines choses que je voulais aller checker. Et en fait, j'ai rencontré une psychologue chamane et complètement par hasard. Je savais pas du tout qu'elle était là-dedans. Et en fait, on s'est un peu reconnus, je pense. Et c'est devenu un peu une sorte de guide spirituel pour moi, mais de loin. C'est-à-dire qu'on se voyait pour nos séances. Il n'était pas question de ça, mais le questionnement que j'avais nous faisait avancer toutes les deux sur notre ouverture spirituelle, je pense. Et puis moi, c'était pour moi une figure un peu aboutie de ce que j'aimerais être et des pouvoirs, entre guillemets, que j'aurais aimé avoir. Donc j'ai un peu bien écouté et cherché à partir de ce qu'elle me disait des réponses à mes questions. C'est elle qui m'a mis un peu sur la voie d'aller chercher dans des discussions Facebook, des forums, tout ça. Ce que j'ai pas fait très longtemps, mais je me suis retrouvée en fait dans une conversation avec 5 femmes de 5 générations différentes, avec qui on a beaucoup échangé sur nos pratiques, sur comment est-ce qu'on définissait les énergies, comment est-ce qu'on travaillait ça chacune, quelle était notre approche de tout ça. Et ça m'a vraiment permis, je pense, de m'ouvrir à ma quête personnelle, en fait. En faisant écho à 5 regards différents, je me suis construite toute seule, en apprenant avec moi-même. Ouais, et puis probablement que ça peut aussi donner confiance, de dire je suis pas toute seule, et il y a aussi d'autres personnes qui sont dans la même quête, la même recherche que moi, parce qu'on n'en croise pas non plus tous les jours. Ça c'est sûr, c'est très réconfortant. Et après moi j'avais pas du tout peur qu'on me prenne pour une folle ou qu'on me traite de sorcière ou tout ça. C'était pas ma peur. Je pense que ma peur c'était plutôt de passer à côté de tout ce que je pouvais faire.
Et j'ai vraiment découvert 5 façons différentes de faire les choses qui m'ont énormément appris parce que, par exemple, j'étais à 1000 lieues de penser qu'on pouvait s'auto-soigner. Et ça, je l'ai appris avec elle et j'ai trouvé ça incroyable. Et aujourd'hui, je le pratique et je l'ai appris à ma sauce, du coup, parce que c'est resté des échanges juste qui ont ouvert, en fait, des pratiques et des nouveaux outils et que je suis ensuite allée chercher. Donc ça, c'était vraiment bien. D'accord. Et aujourd'hui, tu en es où? Alors, est-ce que tu pratiques sereinement avec maintenant ta propre façon de faire? Du coup, tu parlais tout à l'heure d'une façon plus ritualisée au départ. Maintenant, tu t'es approprié peut-être d'autres visions, d'autres façons pour pratiquer la guérison? Alors en fait, j'ai fait 5 ans d'études, l'orthophonie c'est 5 ans d'études, où j'ai mis la musique et tout ça entre parenthèses. Et ça a été très difficile en fait pour moi parce que je me suis retrouvée comme tronquée d'une partie entière de moi-même. Juste avant de finir mes études, j'ai recommencé à être dans ce questionnement personnel, à faire bouger des choses en moi et autour de moi. Juste après avoir été diplômée en juillet dernier, je suis partie exercer à La Réunion. Et alors là, je me suis pris un peu la claque de ma vie. C'est-à-dire que je suis arrivée sur une terre volcanique, très vibrante, où les gens parlent d'énergie comme ils parlent d'aller acheter le pain le matin. Et en fait, ma première patiente, sa mère était une femme clairvoyante, ce qu'on appelle, qui fait de la clairvoyance, c'est-à-dire qui voit les choses, qui peut voir des choses invisibles, qui voit un peu les pouvoirs, entre guillemets, les dons de chacun. Et elle me regarde, la première fois que je la vois, et elle me dit « Vous faites des rééquilibrages énergétiques, vous, non ?» Alors là, je suis complètement tombée des nues. Et je lui dis « Mais comment vous savez ça ?» Je lui dis « C'est un questionnement que j'ai, que je recommence à avoir tout juste. » Et on me met quelqu'un sur ma route qui me dit « Vous faites ça ?» Ça m'a vachement assurée, en fait. Je me suis dit « Ah ouais, d'accord, en fait, je suis sur le bon chemin. » Et après, ça m'a, en fait, ouvert la possibilité d'en parler autour de moi. Juste, je me suis dit, ah ouais, en fait, si quelqu'un est capable de le ressentir comme ça, c'est que j'ai une légitimité à le faire. En parallèle de tout ça, ça faisait une petite année que je coupais plus régulièrement le feu. Et ça faisait 1 mois à peine après mon arrivée à La Réunion qu'on m'envoyait de Paris par une amie ostéopathe énergéticienne à Paris. Elle m'envoyait beaucoup de patients à qui couper le feu. Et du coup, j'en parlais beaucoup plus sereinement autour de moi, même à mes amis avec qui je vivais. On était quand même 5 dans une colocation, 5 personnes vraiment différentes. J'en parlais de manière beaucoup plus sereine parce que je pense que je commençais à être reconnue dans ce que je faisais. Clairement, ça marchait. Donc, j'avais plus besoin de me cacher ou de pas en parler ou d'être pudique par rapport à ça. Donc là, en fait, vraiment à La Réunion, j'ai commencé à en parler de manière assez décomplexée. Et puis, on a aussi mis sur mon chemin une orthophoniste qui était avec moi à Toulouse et qui était venue aussi s'installer à La Réunion, qui commençait tout juste à faire de la voyance avec des cartes. Et on a eu des échanges vraiment importants sur ce qu'était la spiritualité, la guérison, la voyance pour elle. Et je pense que je me suis découvert une sorte de petit rôle de guide que je ne me connaissais pas. Et du coup, j'ai abordé les choses de manière différente parce que je me suis dit que j'avais beaucoup d'outils à ma disposition et que les gens aujourd'hui, quand ils abordent la spiritualité, ils se rangent souvent dans une case, entre guillemets, avec une sorte d'outil. Et que moi, j'en avais appris énormément, en fait. Et que j'étais capable de leur en donner aussi d'autres, de leur montrer peut-être une facette différente de la spiritualité qui n'est pas, pour dire schématiquement, que du reiki ou que du yoga ou que de la méditation ou que de la sophro. Il y a plein d'outils, en fait, à disposition. Et vu que moi, je pratique avec tous, que j'en utilise beaucoup, en tout cas, ça me donnait une sorte de position de guide avec les gens que je rencontrais que j'avais pas du tout avant. Et là, en fait, avec le bouche à oreille, je me suis mise à avoir pas mal de contacts, de soins. Et c'est à partir de ça, en fait, où j'ai reçu des appels de gens qui me disaient « Est-ce que vous faites, par exemple, j'ai mal à la cheville là, depuis 3 mois. Est-ce que vous faites ça ?» Et en fait, je me suis même pas posé la question de savoir si je le faisais ou pas. J'essayais. Et ça marchait. Tu fais confiance aux énergies aussi, quoi. J'allais dire, vu que moi, je suis plus dans une approche chamanique, entre guillemets, qui est plus symbolique, qui est plus observer la personne et défaire des nœuds qui sont globaux et pas que sur des petits aspects. J'ai cette globalité-là d'approche. Je suis pas dans une spécificité. C'est la même matière qui est utilisée de façon différente. C'est le même flux, quoi. Voilà. C'est le même flux. Il n'y a pas beaucoup de choses essentielles pour travailler sur ce flux énergétique. Ce qui est très difficile aujourd'hui dans la société actuelle, c'est de lâcher prise, d'être en dehors du contrôle. Et que, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait pour arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai laissé l'univers faire son travail avec moi.
et que moi, je ne suis qu'une personne qui est là pour faire l'expérience de la matière. Donc je suis dans le monde et je reçois des expériences, je reçois des opportunités que j'accepte toujours parce que je fais confiance à ce qu'on me présente. Et que quand on me présente quelqu'un qui vient me voir en me disant j'ai une radiothérapie pendant 5 semaines, est-ce que tu peux me couper le feu sur tout ce temps-là parce que j'ai peur d'avoir mal, parce que j'ai peur d'avoir des cicatrices. Je me pose même pas la question de savoir si je peux le faire ou pas. Je me dis que si ça m'arrive, c'est que je dois pouvoir le faire. Et en fait, ça marche. Et je pense que c'est comme ça que j'apprends. Du coup, vraiment. Il y a ce lâcher prise et puis considérer que la seule chose qui vaut la peine dans la vie, c'est l'amour. Et que ça, c'est une autre très grande facette de la façon que j'ai de travailler. C'est que la bienveillance, le non-jugement et l'amour sont quand même 3 clés qui me semblent essentielles pour parler de ce flux-là. Parce que ce flux énergétique, en fait, c'est ça, c'est de l'amour, quoi. C'est de l'échange pur, c'est de la bienveillance, voilà. Donc c'est pas compliqué en soi, c'est juste très compliqué de lâcher prise par rapport à tous les carcans qu'on peut se mettre encore aujourd'hui. C'est un vrai travail sur soi, quoi. C'est ça, c'est vraiment, pour moi, avant d'être énergéticienne ou guérisseuse, ou n'importe quoi d'ailleurs dans les énergies, que ce soit magnétiseur ou faire du reiki, ou faire du yoga, ou faire de la méditation, il y a un travail sur soi qui est primordial, parce que comment travailler avec les autres quand on n'a pas travaillé sur soi ? Parce que du coup, travailler sur soi, c'est aussi apprendre à s'aimer. Et quand on s'aime, on peut aussi mettre l'amour aux autres. À moyen long terme, est-ce que tu as des projets par rapport à ton travail d'énergéticienne et d'orthophoniste et de chanteuse ? Est-ce que tu aimerais trouver un projet qui soit à la jonction de ces 3 domaines, ou est-ce que pour l'instant, tu ne te poses pas la question et comme tu dis, tu accueilles ce que l'univers t'apporte ? Alors, j'accueille beaucoup ce que l'univers m'apporte et en ce moment, en fait, je suis revenue de La Réunion vraiment pour faire de la musique, pour chanter. Parce que pour moi, c'est un moyen de recevoir de l'énergie. Parce que j'en donne beaucoup. En tant qu'orthophoniste, je vois plus de 50 personnes différentes par semaine. Donc c'est intense. Même sans faire de l'énergétique avec eux. Voilà, juste recevoir des gens, être adaptable et flexible pour à chaque fois, toutes les demi-heures, une nouvelle pathologie, c'est quand même particulier comme métier. Surtout quand on veut bien le faire. En énergétique, je reçois pour le moment 3 à 4 personnes par semaine pour des rééquilibrages. À moyen terme, l'idée, c'est que j'arrive à faire de la chanson quelque chose. J'aimerais bien pouvoir en faire mon métier, ou en tout cas, pour un temps, faire vraiment de la scène un moment. Et ensuite, moi, j'ai dans l'idée plutôt de monter une structure qui soit thérapeutique et qui soit dans le bien-être. Donc une structure qui accueille des gens de tous âges, qui fasse se rencontrer des générations, qui fasse mettre les mains dans la terre aux gens, du potager, de la permaculture, enfin voilà, des choses où on revient à l'essentiel. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, les carcans de la société font qu'aujourd'hui on oublie l'essentiel. On a peu de structures de soins en France. Vraiment, c'est autour du soin. C'est vraiment thérapeutique. J'aime vraiment cette idée de recevoir des gens qui viennent avec une demande. Je pense que voilà, c'est un peu sur les 10 prochaines années, quoi, ce que j'aimerais faire. Puis je crois qu'en fait, petit à petit, l'univers met sur mon chemin des gens qui sont aussi là-dedans. Ce que j'aime dans cette notion-là d'ouvrir quelque chose dans le bien-être, c'est vraiment trouver que chacun soit à sa place. Parce que chacun a sa place. Il faut pas penser qu'on va tous être pareils, que être guérisseur, c'est génial. Non, c'est pas génial tous les jours. Il y a des moments qui sont super difficiles. La remise en question, c'est difficile. Accepter ce que l'univers nous apporte, on a l'impression que c'est simple, c'est super compliqué de lâcher prise et de pas être dans le contrôle et de plus penser à ce qu'on peut contrôler autour de soi. Du coup, travailler avec des gens qui sont à leur place, c'est tellement riche. Et justement, cette histoire de contrôle, comment est-ce que tu arrives aussi à l'appliquer dans ta vie personnelle ? Et je veux dire, c'est pas forcément simple, quoi. Tu as fait des études, tu as un travail aussi de salarié. Est-ce que tu arrives aussi à lâcher prise dans des contextes comme ça plus normés ? Alors, il y a des petites choses au quotidien qui font que j'arrive à lâcher prise, mais alors ça vient faire face avec ce que j'appelle mon petit syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, par exemple à Paris, parce que là je suis à Paris, beaucoup de gens qui courent dans le métro pour attraper leur métro, et qui courent et qui se prennent la porte, qui n'arrivent pas à monter dedans. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils se mettent dans un état pareil pour un métro ? Il y en a un qui passe 3 minutes après. Enfin, je veux dire... Et en fait, c'est un peu la métaphore de mon lâcher-prise actuel. C'est que si j'arrive au boulot en retard, c'est pas grave, le monde va pas s'arrêter de tourner. Et en fait, ça, c'est un peu le leitmotiv. C'est un peu la phrase que je me répète très souvent. Ça, c'est ma mère qui nous l'a appris, je pense. Depuis toute petite, je l'ai entendu. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave, en fait. Rien n'est grave, sauf le Lockton syndrome, pour faire référence au film L'amour dure 3 ans. Rien n'est grave parce que tout n'est
expérience, c'est que la vie est un jeu, quoi. Et que les choses qui sont graves, c'est quand on perd des gens qu'on aime, c'est tout ce qui a trait à l'amour. Le reste, finalement, on s'en fiche, quoi. Donc, au quotidien, pour moi, c'est beaucoup plus facile de lâcher. Après, je passe souvent pour, vulgairement, une branleuse, quoi. Parce que ça m'est égal, en fait. Enfin, voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête pour des choses matérielles. Puis les personnes qui n'ont pas intégré ça dans leur vie le comprennent pas chez les autres, quoi. Forcément, c'est mal interprété, quoi. Tout à fait. Mais en même temps, normal. Quelqu'un qui débarque et qui dit moi je m'en fous, quoi. Je veux dire, j'ai un quart d'heure de retard, si j'en ai 30, si j'ai 30 minutes de retard, ça va pas changer ma vie. Il te regarde avec des yeux, mais attends, mais ça va pas. Enfin, puis c'est normal. Enfin, je veux dire, on est tous les jours brimés là-dedans. Quand on travaille en salariat, il faut être là à telle heure. Une séance de 45 minutes, c'est une séance de 45 minutes. Il n'y a pas de place, en fait, pour ce que peut aussi amener le patient en face de soi, pour l'irrégularité de la vie, en fait. Et je pense que accepter l'irrégularité de la vie, c'est une des grandes clés du lâcher-prise. C'est dans ces irrégularités que se cache aussi une certaine magie, quoi. C'est là où les choses commencent à s'exprimer quand on laisse la place. Enfin, qu'est-ce que tu penses du monde actuel ? Est-ce qu'il y a une crise de spiritualité, un manque de connexion, ou est-ce qu'au contraire, tu trouves qu'autour de toi, les gens souffrent de plus en plus et il y a une envie de se reconnecter à tout ça, à la terre, aux énergies, à soi-même ? Ça, c'est une très, très grande question dans le monde de la spiritualité aujourd'hui. On en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. En l'occurrence, 2018, ça a été un très gros portail énergétique. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'était pas une année facile. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie. Il y a une vraie séparation entre les gens qui vont y aller, qui vont affronter leurs peurs, qui vont avoir envie de se remettre en question, qui vont remettre en question leur monde et le fonctionnement de notre société, du monde actuel, et les gens qui vont pas le faire parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser leur peur, quoi. C'est pas du tout un jugement, c'est vraiment un constat que je fais autour de moi, quoi. C'est soit on est prêt, soit on n'est pas prêt aujourd'hui, je pense. Et quand on est prêt, les portes s'ouvrent tellement vite que c'est souvent un cadeau. Et quand on n'est pas prêt, soit ça vaut le coup d'ouvrir une petite porte et de voir ce qui se passe derrière, soit effectivement on reste dans son confort parce que c'est plus confortable, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis si on n'est pas prêt aujourd'hui, on peut l'être demain et il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression. Mais je pense que c'est plutôt ça qui définit le monde actuel aujourd'hui. Il y a une vraie liberté de choisir si on a envie d'y aller ou pas. Donc c'est soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Et si on n'est pas prêt, c'est pas grave. Je pense que ce qui est important, c'est quand même de garder en tête qu'on fait toujours au mieux, quoi. Avec soi-même, avec ce qu'on a eu dans son expérience. Et être tolérant aussi avec soi-même de temps en temps. Oh que oui. Se donner de l'amour tout le temps. Tu disais qu'effectivement, c'était pas toujours facile, ce travail d'énergéticienne, puis aussi de jongler avec ton travail, ton envie de chanter, etc. Et comment tu trouves tes motivations au quotidien pour rester enthousiaste, curieuse, toujours aller de l'avant et rester le cœur ouvert ? Moi, je suis une personne qui puise beaucoup son énergie dans deux choses. D'abord, la nature. J'ai vraiment besoin régulièrement d'aller me mettre pieds nus dans l'herbe, d'aller au bord de la mer, de respirer les embruns, de sentir le vivant et de sentir la nature qui me dépasse. C'est un énorme besoin parce que je pense que ça remet à sa juste place tout le temps. On est tout petit et ça rejoint ce truc de rien n'est grave. Quand on se retrouve au milieu de la nature et de cette grandeur et de cette vibration-là, on n'est rien d'autre que un complément de la nature et c'est délicieux. Donc ça, c'est pour moi très ressourçant. Et puis la deuxième chose, c'est l'amour. Et ça, c'est une très grande thématique chez moi, c'est-à-dire que je m'investis énormément pour les gens qui m'entourent, pour mes amis, ma famille, les gens que j'aime. En fait, c'est très important. Et du coup, les gens se rendent pas forcément compte que la moindre petite parcelle d'amour qu'ils vont me donner, c'est une source d'énergie pour moi que je décuple, mais à l'infini, quoi. Une petite invitation à dîner, je sais pas, un regard, un sourire, ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit, une copine qui appelle pour prendre des nouvelles, pour boire un verre. En fait, tout ça, c'est toutes des petites choses qu'on a au quotidien, qu'on regarde pas forcément, qui sont pour moi des sources d'énergie qui me font vraiment du bien. Et j'ai envie de dire même le sourire d'un inconnu dans la rue, en fait, aujourd'hui, ça me nourrit, quoi. Parce que je trouve ça génial. La simplicité de la vie. Les choses simples de la vie, aujourd'hui, sont les choses qui me touchent le plus. Et quel conseil tu donnerais aux femmes qui, comme toi, se sentent attirées par les énergies, qui aimeraient développer les capacités ? Est-ce que tu pourrais leur conseiller une pratique, une lecture, quelque chose pour les ouvrir ? Je pense que c'est vraiment... la première chose, c'est vraiment aller à la rencontre de soi.
de se connaître et de se regarder dans la glace et de se dire qu'on est contente d'être cette personne-là, contente d'être ce qu'on est aujourd'hui et vraiment de s'aimer. Je pense que vraiment aujourd'hui, la place de la femme dans la société, elle est en train de tellement s'émanciper qu'on a toute la place et tous les outils possibles à disposition pour faire ça et se regarder tous les jours et chaque jour trouver quelque chose qu'on aime chez soi. Je pense que c'est un des premiers conseils que je donnerais pour quiconque veut se lancer dans un chemin spirituel en fait. Parce qu'après, une fois que ce chemin-là est fait, ou en cours en tout cas, parce qu'il s'arrête vraiment jamais, qu'on se mente pas à soi-même. Une fois que ce chemin est initié et qu'on est plus doux avec soi, on est plus doux avec les autres et l'univers est plus doux avec nous. Donc voilà, dans une dynamique de douceur avec soi et les autres, parce que je pense que l'énergétique et l'énergie en soi, c'est une vraie douceur. Je pense que c'est le premier conseil que je donnerais. Très beau conseil. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose ? Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur ton vécu, des gens marquants que tu aurais rencontrés ? Une rencontre qui a été décisive en fait et qui rejoint un peu le fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois où on va pas bien et c'est pas grave. J'ai rencontré une personne quand j'étais à La Réunion qui m'a fait me remettre en question de A à Z de manière extrêmement profonde et destructrice. Quand je parle d'énergie, on a toujours l'impression que, justement, je parle beaucoup de douceur, d'amour, etc. On a l'impression que c'est facile. En fait, quand on souffre, on dépasse des limites qu'on soupçonne pas. On apprend. On perd jamais, on apprend énormément. Et en fait, cette rencontre-là m'a fait, je pense, toucher le fond et rebondir tellement loin sur moi-même, tellement mieux, tellement plus juste, que je pense que c'est une des relations que je regrette le moins, en fait, aujourd'hui. Une des relations les plus douloureuses que j'ai eues, que je regrette le moins. Et je pense que ça aussi, c'est important de le dire. Vraiment, ça, c'est une citation de Nelson Mandela, mais je ne perds pas, j'apprends. C'est aussi une nouvelle façon de considérer la vie qui fait du bien et qui, même dans les phases où on est un peu down, où on n'y arrive pas, où on est coincé, on est bloqué face à des choses, faut pas rêver. L'univers, il va pas nous faire de notre vie quelque chose de tout rose. On est en train d'apprendre, quoi. Et donc, essayer de voir ce qu'on est en train d'apprendre, c'est tellement plus riche que de se dire ah ouais, non, j'ai encore passé une mauvaise journée, puis c'est tout. On donne du sens aussi aux expériences, soit douloureuses, quoi. Et on en tire un enseignement, on en tire quelque chose qui nous fait grandir. C'est ça, vraiment un enseignement et grandir en donnant du sens à tout ça. Qu'est-ce que l'image de la cascadeuse évoque pour toi ? L'image de la cascadeuse, pour moi, c'est une très belle image parce qu'en fait, c'est totalement actuel avec l'émancipation du féminin actuel. C'est une femme qui prend des risques, qui se bat sans se blesser. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment l'image que j'aimerais que les femmes aient pour elles et que je pense que j'ai en image moi-même dans ma vie de tous les jours. C'est vas-y, bats-toi, adapte-toi en permanence, mais ne te blesse pas, ne te fais pas du mal. Et je trouve que c'est vraiment une très belle image et un très beau nom. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était une super expérience. Merci beaucoup. Et j'espère que cet épisode vous aura inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker ou partager le podcast pour continuer à le faire vivre.